Il est 15h15 sur EJT Radio. Tout de suite, le point information avec Clarisse Watoué et Maxime Perron. À la une de ce vendredi 20 mars, la France dit non au djihadisme. L'État français prend des mesures radicales pour combattre le terrorisme. La surveillance du réseau Internet sera renforcée. 4 bébés congelés découverts dans une maison en Gironde. La mère a été hospitalisée. Le père a affirmé n'être au courant de rien. Premier tour des élections départementales, c'est ce dimanche. Un scrutin qui a changé, nous expliquera Elsa Tabellion. Benjamin Netanyahou dans une position inconfortable. Washington menace de lever son soutien à Israël. Précision de Rémi Rivière dans ce journal. Nous parlerons sport également dans ce journal avec Jonathan Saulier et du 7e art avec François Rieu. France Info. Bonjour Clarisse, bonjour à tous. Et on commence tout d'abord avec l'émotion toujours aussi forte à Tunis. On a appris à la mi-journée qu'un 3e Français venait d'être identifié parmi les victimes. Au total, ce sont 20 touristes étrangers qui ont été tués lors de l'attaque du musée du Bardo. 3 victimes doivent être encore identifiées. La fête nationale a forcément un goût amer aujourd'hui en Tunisie. Et 3 jours après l'attaque, une polémique qui voit le jour. Le gouvernement rattrapé par le terrorisme est montré du doigt. Les gardes étaient au café. Voici la réponse officielle du vice-président de l'Assemblée tunisienne, Abdel Fattah Mourou, qui dénonce au passage une grande défaillance de la sécurité dans l'un des musées les plus visités du pays. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve rencontre aujourd'hui même son homologue à Tunis. Lucie Landré l'a rencontré hier à Toulouse lors de la commémoration des victimes des attentats perpétrés par Mohamed Merah. On l'écoute. Il faut protéger les Français du retour de ces djihadistes ivres de violence. Il faut aussi que nous parvenions à bloquer les sites qui appellent et provoquent au terrorisme, parce que beaucoup de nos jeunes basculent dans le terrorisme par Internet. Il faut aussi que nous dotions nos services de renseignement des moyens d'être efficaces, de prévenir le risque terroriste, en contrepartie de quoi il faut un contrôle beaucoup plus important sur l'activité des services de renseignement. Démocratie, défense des libertés, lutte contre le terrorisme, protection des Français, ce sont des combats qu'on doit mener ensemble. Le renseignement s'arme contre le djihadisme, on vient de l'entendre au micro de Lucie Landré. Bernard Cazeneuve entend mettre les moyens, notamment sur les sites internet référencés comme dangereux. Dans la foulée, Manuel Valls présente aujourd'hui ce projet de loi qui vise à couper l'herbe sous le pied des filières djihadistes. Parmi les mesures phares, ce qui coince à l'Assemblée nationale, c'est avant tout la protection des citoyens. Le Premier ministre l'assure, il n'y aura aucune surveillance de masse. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, redoute des mesures de surveillance beaucoup plus larges et intrusives. Le projet de loi a pour l'instant toutes les faveurs des politiques. Rémi Rivière a rencontré Joséphine Saric, enseignante-chercheuse à l'Université Capitole. C'est assez inquiétant et je regrette de ne pas avoir eu le temps de m'informer. Je trouve qu'il y a des choses qui se font et on est tous concernés et on devrait être au courant pour pouvoir au moins se manifester auprès de nos élus. Ça m'inquiète, oui. Ça m'inquiète parce que je trouve que ce sont souvent des lois qui sont votées un peu dans la précipitation, où il y aurait besoin de commissions avant, de choses comme ça, de consultations éventuellement. Là, il y a quand même eu Charlie il n'y a pas très longtemps. On est encore dans l'émotion, ça me semble un peu rapide. Le rôle du gouvernement n'est pas de réagir ou de surréagir, on va dire, mais d'avoir le temps de la réflexion pour pouvoir faire les choses bien. Je suis toujours un peu coincée entre oui, c'est bien qu'il fasse quelque chose et peur que ça soit une surréaction et qui finalement soit un peu à nos dépens. À 3 jours du scrutin, les élections départementales passionnent peu les Français. Alors à quoi servent-elles ? Les Français boudent cette élection qui petit à petit prend des allures de campagne présidentielle. Elsa Tabellion nous éclaire sur l'enjeu de cette élection. Nous allons donc voter pour désigner des conseillers qui formeront des conseils départementaux. Un conseil départemental, c'est une assemblée qui dirige le département. Jusqu'à présent, on parlait de conseil général et ses membres étaient les conseillers généraux. Mais tout ça, c'est fini. Alors quelles vont être les compétences du département ? C'est encore un mystère. Les conseillers départementaux qui vont être élus ne sauront pas tout de suite avec certitude quelles seront leurs compétences. La faute à une loi qui est actuellement discutée au Parlement afin de déterminer avec exactitude ce que les départements auront comme compétences. Cette loi, voulue dans le cadre de la réforme territoriale de Manuel Valls, devrait être adoptée qu'après les élections. Cependant, nous avons tout de même une petite idée du rôle que pourraient avoir les départements. Ils devraient conserver la gestion du bloc social, c'est-à-dire le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. En ce qui concerne l'éducation, les départements devraient garder la responsabilité des collèges.
En revanche, il devrait perdre les transports scolaires et interurbains qui passeraient aux régions. Il devrait également être de moins en moins impliqué dans l'aide au développement ou l'aide aux entreprises. Les régions devraient prendre le relais. Merci Elsa, je vous rappelle qu'on vote ce dimanche. Édition spéciale à suivre à partir de 18h dans notre antenne. Une macabre découverte en Gironde cette nuit. 5 corps de bébés congelés ont été retrouvés dans une maison à Louchat, tout près de Bordeaux. C'est le père qui aurait découvert un premier corps dans un sac isotherme avant que les enquêteurs en découvrent 4 autres dans un congélateur. Pour l'heure, la mère a été hospitalisée tandis que son compagnon a été placé en garde à vue. Le Conseil constitutionnel a été appelé ce matin à juger la vaccination obligatoire des enfants conforme à l'exigence de protection de la santé. Alors pourquoi? Les réponses avec Pascal Marie. La vaccination doit-elle rester obligatoire en France? C'est la question posée aujourd'hui au Conseil constitutionnel par un couple de Lyon qui refuse obstinément de vacciner leur fille aînée âgée de 3 ans. À l'image de Marc et Samia Larère, de plus en plus de parents s'interrogent sur le bien fondé de ce principe. En cause, l'inefficacité selon eux de certains vaccins, mais surtout le fait que ces derniers concernent souvent des pathologies disparues du territoire depuis bien longtemps. Mais si de nombreux vaccins circulent sur le marché, seul le DTP qui concerne la diphtérie, le tétanos et la polio est rendu obligatoire par le Code de la santé publique. C'est parce qu'ils ont refusé d'administrer ce vaccin et non un autre que le couple Larère s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel d'Auxerre où ils encouraient 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et les autorités s'appuyant entre autres sur les recommandations de l'OMS. Il est parfois utile de se rappeler l'importance du vaccin, surtout lorsqu'on se rappelle que la tuberculose tuait encore 25 000 personnes en France en 1950 et que l'hépatite B a tué 4 000 personnes dans le pays en 2014. Plus il est pris jeune et plus un vaccin se révèle efficace. Le vaccin contre l'hépatite B, gratuit, est efficace de 90 à 95% pour prévenir l'apparition de cet état. Merci Pascal. Dans l'actualité internationale à présent, avec Benjamin Netanyahou, qui 3 jours après la victoire inattendue de son parti du Likoud aux élections législatives en Israël, affirme qu'il n'a jamais été opposé à la création d'un État palestinien. Le gouvernement américain l'avait menacé, lui, de retirer son soutien. Décryptage avec Rémi Rivière. Bibi fait encore parler de lui. Benjamin Netanyahou avait affirmé lundi qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien tant qu'il serait Premier ministre, ce qui avait provoqué la colère de Washington. Le Premier ministre avait expliqué, je cite, qu'établir aujourd'hui un État palestinien offrirait des bases d'attaque à l'islam radical contre l'État d'Israël. Mais hier, retournement de situation. Dans un entretien à la chaîne américaine conservatrice Fox News, Netanyahou a tenté de nuancer ses propos. « Je ne suis revenu sur aucune chose que j'ai dite il y a 6 ans, explique-t-il, lorsque j'avais appelé à une solution avec un État palestinien démilitarisé. Il a ajouté qu'aujourd'hui, les conditions pour cela ne sont pas réunies. De son côté, Washington a menacé ce matin Israël de lui retirer son soutien historique. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise quant à la position des États-Unis sur une résolution palestinienne aux Nations Unies. Cet éventuel changement de position de Washington au Conseil de sécurité de l'ONU pourrait permettre l'adoption d'une solution à 2 États le long des frontières d'avant 1967. Espérons que pour une fois, l'histoire ne se répète pas. Tout autre chose à présent, et si votre cave devenait le temps d'une soirée, une salle de concert? Cette idée 100% toulousaine nous vient de l'association organisatrice du Festival de Caves. Pour sa 2e édition à Toulouse, les organisateurs sont à la recherche de caves pour le mois de mai. Alors pour participer, c'est très simple, il faut donc un endroit assez grand pour accueillir une vingtaine de personnes, ainsi qu'un espace de jeu d'environ 3 mètres carrés et équipé bien entendu d'une prise. À noter que le festival a lieu du 1er mai au 26 juin dans 15 villes en France. On passe à la météo avec Léa. Léa, bonjour. Le retour du beau temps, c'est pour ce week-end? Eh bien non, c'est un samedi pluvieux qui vous attend en Midi-Pyrénées. Après une matinée pourtant ensoleillée, le ciel se couvrira à la mi-journée. Quelques gouttes sont à prévoir aux alentours de midi et la pluie s'intensifiera tout au long de l'après-midi. Côté température, on attend 2 degrés au minimum à La Gueule et jusqu'à 8 à Castres en matinée. Dans l'après-midi, le printemps commencera dans la douceur puisqu'il fera 17 degrés à Toulouse, Montauban et Albi. Et pour les skieurs alors? Et si vous comptez skier ce samedi, le soleil ne sera pas au rendez-vous dans la station de Péragude. Des averses vous accompagneront toute la journée et les températures s'échelonneront entre 1 et 5 degrés. Du côté du Mourtis, ce sera sensiblement la même chose avec néanmoins des chutes de neige prévues en soirée. Prudence donc puisque le risque d'avalanche est marqué dans la station haute-et-garonnaise. Jonathan Solier nous a rejoint dans notre studio pour parler bien entendu de la chronique sport. Bonjour Jonathan. Bonjour Maxime. La France accueillera la Coupe du Monde de football en 2022
2019. Et non, vous ne rêvez pas. Alors certes, il s'agit de football féminin, mais l'événement est considérable. Le match d'ouverture et la finale auront lieu au nouveau stade des Lumières de Lyon, qui sera inauguré début 2016. De quoi donner un élan supplémentaire au football féminin, qui est de plus en plus présent dans les médias depuis quelques années. Chez les hommes, maintenant, on connaît la date de la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. S'il n'y avait plus de doute sur son déroulement en hiver, on sait désormais qu'elle se terminera le 18 décembre, une semaine avant Noël. Du lourd pour les clubs français en Ligue des Champions. La palme revient certainement au Paris Saint-Germain qui devra de nouveau se frotter aux favoris de la compétition, le FC Barcelone. Les Parisiens s'étaient inclinés à ce stade de la compétition face aux Catalans il y a 2 ans et étaient déjà dans leur groupe cette saison. Monaco aura également fort à faire. Les hommes de la Principauté affronteront les Italiens de la Juventus Turin en quart de finale. Ils auront l'avantage de recevoir au match retour, contrairement aux Parisiens. Dans les 2 autres rencontres, le Bayern Munich affrontera le FC Porto et duel 100% madrilène entre l'Atlético et le Real en remake de la dernière finale de 2014. En ski alpin, le compteur des Français reste bloqué à 1 médaille au final de la Coupe du Monde de Méribel en Savoie. Aujourd'hui avait lieu l'épreuve par équipe. Les Français ont été éliminés par la Suède, futur finaliste en quart de finale. À noter la très grave blessure au genou d'Adeline Beau à la fin de sa manche des quarts de finale. On craint une rupture totale des ligaments croisés du genou gauche pour la Française de 22 ans. En biathlon, Martin Fourcade n'est plus qu'à une spatule de son 4e globe de cristal de la Coupe du Monde consécutif. Il a remporté hier le sprint de la réunion de Khanty-Mansick en Russie, 39e victoire de la carrière du Pyrénéen, à qui il ne manque plus que 3 points pour s'assurer de son globe. Enfin ce week-end, 3 événements à ne pas manquer. Tout d'abord demain, où le tournoi destination de rugby trouvera son épilogue, avec notamment un très attendu Angleterre-France. Il reste une infime chance aux Bleus de remporter le tournoi, et cela se jouera à 18h. Dimanche, tous les fans de cyclisme seront devant leur écran pour suivre Milan-San Remo, une des classiques les plus prestigieuses au monde. Et en tennis, le tournoi d'Indian Wells se joue actuellement aux États-Unis. Chez les hommes, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, ni plus ni moins, sont encore en course dans un tournoi au plateau impressionnant, Maxime. Merci Jonathan pour toutes ces précisions. Prochain journal des sports à 18h. C'est le retour des films à petit prix avec le printemps du cinéma du 22 au 24 mars. C'est 3,50€ la séance. Le point sur les 3 films à ne sûrement pas rater cette semaine et surtout ce week-end avec François. Et on commence avec Big Eyes, le retour tant attendu de Tim Burton derrière la caméra après quelques années d'errance, voire de traversée du désert, comme en témoignait Alice au Pays des Merveilles ou Dark Shadows. Big Eyes raconte l'histoire d'un peintre escroc qui signait les tableaux de sa femme et donc qui a découvert la célébrité grâce à cela. Le film vaut surtout pour l'abattage de son duo d'acteurs principaux composé par Christophe Waltz, qu'on ne présente plus, comédien fétiche de Tarantino dans Inglourious Basterds ou le récent Django Unchained, et Amy Adams. C'est un mélange audacieux entre biopic et comédie noire, tantôt drôle, tantôt cruel. Et si finalement on traverse l'Atlantique pour retourner dans notre beau paysage cinématographique tricolore avec le retour très attendu de Pierre Ninet sur les écrans. Pierre Ninet sur les écrans dans Un homme idéal de Yann Gozlan, donc Mathieu, 25 ans, auteur raté qui tombe un jour sur un manuscrit d'un auteur décédé. Il s'empare de celui-ci, réussit à le publier et devient célèbre. Donc c'est le grand retour de Pierre Ninet après son César du meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent. Oui. C'est aussi surtout un changement de registre pour lui, il fait un petit peu son Ciao Pantin, puisqu'il est généralement habitué aux comédies ou aux drames, et il verse ici pour la première fois dans le thriller à tendance paranoïaque. Alors un autre type de fiction dans votre sélection, je vous rappelle pour le printemps du cinéma, de la science-fiction avec les aventures de la divergente Triss. Je le prononce bien ? Triss, tout à fait, c'est ça. Donc Triss, l'héroïne de Divergente, une société dystopique divisée en factions, une poignée de rebelles qui tentent de déjouer les plans d'une organisation totalitaire, alors que la découverte d'un objet mystérieux pourrait bien bouleverser la finalité de cette guerre dévastatrice. Donc Divergente, c'est tout simplement le blockbuster du mois qui ravira autant les fans du livre original que les amateurs de films à gros budget. C'est le 2e opus de cette franchise pour adolescentes et ça talonne celle d'Hunger Games. On reprend les mêmes thèmes, l'héroïne adolescente, le destin aux normes, mais ça marche. Alors pour clôturer votre page culture, François Rieu, le Made in France s'exporte plutôt bien aux USA. Je veux parler bien entendu de Christine and the Queen. C'est ça, Christine and the Queen, qui est en passe de devenir la nouvelle coqueluche Frenchie aux États-Unis. Après son sacre d'artiste féminine de l'année dernière aux victoires de la musique, Héloïse Letissier, plus connue sous le nom de Christine and the Queens, saute le pas outre-Atlantique. C'est avec un EP, comprendre un mini-album, que la musicienne compte séduire le public, mais surtout la critique américaine. C'est déjà presque chose faite avec le premier single intitulé The Loving Cup, qui marque le coup lors de la présentation aux États-Unis. Christine and the Queens est l'artiste la plus cool qui ait été exportée aux États-Unis depuis Brigitte Bardot, s'enthousiasme le magazine culturel Entertainment Weekly. Ajoutant à cela que l'actrice française a été adoubée par la prêtresse de la pop Made in US Madonna,
Et l'on peut parier que Héloïse Letizier va aller loin, très loin sur les terres de l'oncle Sam. Eh bien, dis donc, Brigitte Bardot, on compare Christine the Queen à Brigitte Bardot, c'est une affaire qui est à suivre. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de notre édition sur JT Radio. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure.